Alors, transition ou redirection? Sur le numérique, c'est extrêmement intéressant parce que dans le numérique, il y a trois réflexes fondamentaux. Un premier réflexe qui est celui du techno-optimisme. Bien évidemment, le numérique, c'est un univers nativement techno-optimiste. Donc les technologies vont nous aider à réaliser les sauts d'efficience, les améliorations techniques qui vont nous permettre justement de pouvoir à la fois garder tout ce que l'on a créé sur le web, dans les technologies numériques, et en même temps, le fameux et en même temps, pouvoir faire en sorte que ça passe. Ça passe dans les limites planétaires, c'est-à-dire ça passe dans les contraintes hydriques que l'on a, dans les contraintes atmosphériques, dans les contraintes d'émissions de CO2, et donc trouver cette équation magique qui est derrière l'hydrogène, qui est derrière le photovoltaïque, tout ça, c'est de dire on va trouver une solution ou des solutions techniques qui vont nous permettre de garder ce monde-là. Parce que ce monde-là, il est beau, il est intouchable, on ne veut pas renoncer à ce monde-là. Tout ce monde-là. Tout va rentrer dans les limites planétaires grâce à des technologies miraculeuses qui vont nous permettre de faire ce shift-là magique du sale vers le propre, du non durable vers le durable, etc., etc. Le problème, c'est qu'effectivement, mais ça, maintenant, je pense que c'est déjà suffisamment documenté, il y a ce qu'on appelle, les économistes, des effets rebonds. Les effets rebonds, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est très simple, c'est effectivement, on va parier sur l'efficience des nouveaux dispositifs numériques, électroniques par exemple, et grâce à ça, on va faire décroître en fait la consommation énergétique. Sauf qu'en faisant cela, on crée des nouveaux usages, des nouvelles opportunités de marché, parce que si on garde toujours le même paradigme de développement intensif, exponentiel de nos usages, de nos modes de production, c'est en volume qu'on va plus que rattraper les efficiences que l'on crée, que l'on génère en premier coup, et au final, on est perdant. Et le web, le numérique, en règle générale, est rempli d'effets rebonds, encore plus que dans d'autres secteurs, vu qu'effectivement, c'est un secteur qui est exponentiellement producteur de volume, de quantité d'usages nouveaux à chaque instant, à chaque seconde, on pourrait dire. La deuxième hypothèse, c'est de dire, bon, bah, si on génère des effets externes négatifs, si on fait de la pollution, si on contamine, quand on développe le web, quand on développe le numérique, on va pouvoir compenser les choses. Sauf que là aussi, depuis maintenant 15 ans, la littérature en sciences écologiques, sciences du vivant, sciences du climat, etc., nous démontre que la compensation ne marche pas. Parce qu'il y a une différence de nature entre ce que tu fais quand tu replantes une forêt et ce que tu fais lorsque tu émets du CO2. Ce ne sont pas deux gestes qu'on peut assimiler et qu'on peut regrouper dans une même échelle. Troisième chose, troisième levier, c'est l'incitation. Incitons les acteurs. Parce qu'effectivement, dans un monde libéral, un monde qui est surtout un monde technologique qui a besoin, nativement, là encore une fois, de pouvoir avoir les coups des franches pour développer des projets, etc., il ne faut pas contraindre les acteurs. Parce que les acteurs n'aiment pas être contraints. Donc, il faut les inciter, il faut leur suggérer, il faut jouer avec. Voici une petite incitation fiscale, voici une désincitation fiscale, voici un chèque qui va vous permettre de vous inviter à aller vers ce secteur économique, comme dans les vélos électriques. Voici une petite punition que l'on va vous donner si vous ne commettez pas les bons gestes écologiques, et ainsi de suite. Donc c'est des politiques suggestives. Donc là aussi, il y a quand même aujourd'hui pas mal de travaux qui montrent bien que les incitations fiscales et autres, parfois marchent, mais pour organiser l'ensemble de la bifurcation économique, écologique, sociale dont on a besoin, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce paradigme-là n'est pas forcément efficient à tous les coups. Bref, tout cela pour dire qu'en fait, face à l'urgence climatique et écologique, surtout face à la taille, au volume, à l'échelle de ces enjeux, il n'y aura pas simplement des solutions en termes de moyens techniques, mais aussi de finalité. À quoi servent les choses que nous faisons?
à quoi servent les choses que nous fabriquons, à quoi servent les services que nous déployons en quantité innombrable à chaque instant sur Terre. Parce que ce que fait une région à l'échelle française en termes d'incubation, de nouveaux projets, de nouvelles opportunités de croissance, etc., imaginez-le à l'échelle globale, c'est-à-dire chaque instant, nous sommes en train de mettre sur le marché des nouvelles technologies, des nouveaux produits, des nouveaux services numériques qui vont ensuite engendrer en cascade toute une série de conséquences qui lient ces projets à de la matérialité écologique, à de l'énergie, à des mines, à des personnes qui sont derrière toutes ces infrastructures. Alors, comment faire de la redirection? La redirection peut passer, je pense, pour aller très vite. Il y a beaucoup plus d'options, mais grosso modo, on va dire qu'il y a deux options. La première option, c'est la planification écologique qui pend au nez de tous les États. Alors, il y a des niveaux de planification complètement différents. La planification qui consiste à dire on va planifier en injectant encore plus de croissance, en mettant le paradigme très frontalement sur la croissance verte, en utilisant massivement des outils d'incitation, tels qu'aujourd'hui le gouvernement français est en train de le faire, c'est une vision très particulière de la planification. En fait, ils sont en train de créer un nouveau marché. Ils ne sont pas en train de planifier, ils sont en train de créer un nouveau marché. Le marché du numérique, le renouvelable, vert, verdissant, etc. Et la croissance verte. Donc pour moi, ce n'est pas de la planification. Il y a une autre planification qui peut s'imposer à nous et qui ne va pas être très cool. C'est une planification qui va s'imposer tout simplement du fait que, effectivement, il n'y aura pas la même disponibilité du monde. Il n'y aura pas ce miracle sur lequel le monde moderne s'est construit, c'est-à-dire penser que la Terre était infinie. Et donc, comme la planète est finie, il y a des volumes d'entités, de choses, de matériaux, de fluides qui vont être limités. Et donc ça, à partir d'un moment, il va falloir que quelqu'un prenne en charge ce relais entre cette information qui nous vient de la Terre et tout ça c'est limité, et les acteurs qui veulent rien de limité. Traditionnellement, l'agent qui fait ça a besoin d'une vraie violence symbolique pour le faire. Donc c'est l'État. Donc là aussi, moi je pense qu'on peut tourner autour du pot, mais à un moment donné, les États vont devoir invoquer cela, comme ça s'est passé dans tous les endroits où il y a eu des effondrements écologiques forts, importants, intéressants, etc. Bien évidemment, cette option-là, elle est violente. Elle n'est pas très sympathique, en quelque sorte, pour nous qui aimons les coups des franches, la liberté, vouloir se déplacer comme on veut, vouloir inventer comme on veut, etc. etc. L'autre option consiste à dire, peut-être qu'il va falloir qu'on change de maturité écologique, managériale, stratégique, et qu'on se dise, nous aussi, on peut prendre en charge cette redirection écologique. Et donc, de pouvoir se dire, on va essayer de transformer complètement ce que l'on fait, nos secteurs d'activité, mais en posant des questions très claires. Le problème, c'est avant tout un problème de volume. C'est en grande partie un problème de volume, d'usage, etc., etc. Alors, c'est là où il y a d'habitude une peau de banane qui se glisse très souvent, qui est celle du fameux client. Parce que tout le monde va rétorquer, ça fait des années qu'on me le dit, mais tout ça ne bougera que si le client bouge, que si le marché veut bien bouger. Mais regardez le nombre d'abonnements qu'a Netflix, regardez l'explosion de la consommation de musique dans les plateformes en ligne, regardez la quantité de vidéos qui sont uploadées grâce au réel sur Facebook, chaque instant qui est en train de devenir un truc massif, massif, massif. Vous avez vu Facebook maintenant, pratiquement que de la vidéo en fait finalement. Donc tout ça, c'est
une question stratégique, c'est une question de design également, mais elle repose sur l'idée que le client, on a la preuve, il consomme ça, il upload des vidéos. Donc, il ne veut pas faire de l'écologie. Est-ce qu'on lui a posé la question? Est-ce qu'on a instruit cette question? Et c'est là où j'ai, moi, proposé pour l'avion, mais pour le numérique, ça serait encore plus formidable, c'est l'idée de créer des parlements de la demande. Un parlement de la demande, c'est de démocratiser la relation entreprise-client. C'est politiser au sens noble du terme la question de l'usage. Comment on détermine ce que c'est qu'un usage? Pour cela, bien évidemment, il faut sortir de cette idée que le client est externe. Ah, le client, il est là-bas. S'il consomme, ah, il a signé. S'il est en train de consommer du Facebook, c'est qu'il n'en a rien à faire de la planète. Bah, attendez, posons-nous avec le client. Essayons de réfléchir ensemble. Créons des communs de la demande, où l'entreprise rencontre enfin, n'étudie pas le client sous une forme de marché. Il pense le client comme une vraie personne capable de changer au même moment que l'entreprise change. Et d'ailleurs, je pense que dans certains cas, le client tel qu'on le conçoit peut provoquer des changements beaucoup plus importants que celui qui vient des entreprises elles-mêmes, en quelque sorte. Politiser ou créer des communs de la demande, ça veut dire renoncer à cette idée que le client est roi. Que le client, il dit quelque chose, il faut faire quelque chose comme ce qu'il demande. Mais ça veut dire, en fait, plutôt, de rediriger ensemble, grâce notamment à la confrontation de ces deux parties prenantes, vis-à-vis des représentants du climat, de la Terre, des limites planétaires. Donc dans un commun de la demande, il faut une entreprise. Il faut bien évidemment les clients, mais il faut aussi tous les acteurs, les représentants du climat, donc des climatologues, des géologues, des gens qui travaillent sur les limites planétaires, des écologues, qui viennent dire, voilà quel est le futur réel de votre secteur. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à trouver le chemin qui va vous permettre d'arriver à ce bilan?